Amis pilotes, automatiques ou pas, venus de tous horizons, artificiels ou non, je vous souhaite le bonjour. Je vous propose aujourd'hui un tutoriel inhabituel, mais de saison, qui en effet n'a pas fantasmé sur la possibilité de prendre les commandes d'un Airbus A320 et de ressentir le frisson d'un véritable commandant de bord. Mais probablement comme moi, vous n'êtes pas pilote de ligne. Et contrairement à moi, vous n'avez pas les moyens d'acheter un Airbus. Alors comment faire, me direz-vous, d'un air interrogatif? Eh bien, la réponse est simple. Il suffit de voler un Airbus sur le tarmac d'un aéroport. Et comme vous le savez, pour un pilote, voler n'a rien d'illégal. Alors, suivez-moi dans cette aventure loufoque et surtout n'oubliez pas ma devise. Voler, oui, mais à une altitude raisonnable. Bye! Cette pub a été un signe du destin pour moi. L'objectif de ma mission est devenu plus clair. Nous sommes le 25 décembre, à 8h25 du matin. Dans son écrin de nuages, la ville de Toulouse s'offre à nous. J'ai donc choisi l'aéroport de Blagnac, que je connais bien, pour m'y être posé à contre-QFU il y a quelques années. À 150 km de là se trouve l'aéroport de Tarbes-aux-Saint-Lourdes, que j'ai désigné comme destination et que je connais bien pour m'y être posé il y a quelques années, etc., etc. Atterrir face aux Pyrénées est une expérience très excitante. Je suis sûr qu'on peut le faire à bord de notre Airbus de près. J'ai choisi un avion isolé sur le tarmac pour deux raisons. La première, c'est qu'il est isolé sur le tarmac, et la deuxième, c'est que j'aime bien sa déco de Noël. C'est donc cet Airbus que nous allons voler pour voler en toute discrétion dans quelques minutes. Eh bien suivez-moi et en route pour le tarmac. Montez à bord de mon véhicule, qui n'est pas d'un modèle courant, j'en conviens, mais j'avais envie de me faire plaisir. Pour ceux qui ne connaissent pas, pour se rendre à l'aéroport de Toulouse-Blagnac, il suffit de sortir de l'autoroute par la bretelle d'accès Toulouse-Blagnac Airport. Vous vous retrouvez alors sur une double voie, rapide, pratique, et qui, malgré ses virages et ses ponts et ses surponts, vous amènera à destination sans aucun doute. Pour ceux qui s'interrogent sur le simulateur que j'utilise actuellement, sachez que je n'ai pas le droit de vous dire que je suis le seul bêta-testeur de la version MFS 2022 qui a grandement amélioré le réalisme des vues au ras du sol, comme vous pouvez le constater. Punaise, certains Toulousains conduisent comme des pieds, c'est bien connu. Alors attention, là ça va faire mal parce que pour déverrouiller le portail automatique, il va falloir que je percute violemment la barrière de sécurité. Attention, ah! Ouf. Heureusement l'airbag ne s'est pas déclenché. Voyons si ma manœuvre a fonctionné. Oui, le portail s'ouvre. Et bien nous voilà maintenant sur le tarmac, notre point de rendez-vous final. Alors, dernier conseil, soyez discret et ne jetez pas vos mégots par terre parce que c'est très mal vu ici. Mon sens de l'observation m'a permis d'élaborer une stratégie infaillible pour évoluer sur un site aussi sécurisé. Je la partage avec vous en toute simplicité en vous demandant cependant de ne pas trop l'ébruiter. Croyez-moi ou pas, il suffit d'enfiler un gilet jaune et de marcher d'un air décidé pour passer sans problème les points de contrôle. La preuve en image. Nous allons avancer à petits pas vers la zone technique autour de l'Airbus. Maintenant nous attendons le début du chargement des bagages, puis nous choisissons une valise de grande taille et après l'avoir vidée, il suffit de s'enfermer à l'intérieur et le tour est joué. Le bagagiste ne se rend compte de rien, il vous charge à bord de l'appareil et une fois dans la soute, eh bien, il suffit d'attendre la fin du chargement tout en admirant le magnifique lever de soleil sur Toulouse et après quoi, il n'y a plus qu'à se libérer pour accéder au poste de pilotage grâce à la fameuse trappe de secours qui se trouve dans toutes les soutes. Alors attention, il y a un petit moment délicat où il faut éviter de laisser traîner ses doigts au mauvais endroit. Attention, roulement de tambour, séquence émotion, nous sommes enfin dans la caverne d'Airbus Baba. Voilà, j'ai pris place. Je vous donne mon premier sentiment. De toute évidence, Microsoft ne s'est pas moqué de nous. Son simulateur est hyper confortable. Le siège est ergonomique, accueillant. Les matériaux utilisés pour le tableau de bord sont classe. Je ne vois pas de plastique bas de gamme. Les écrans, les commandes, les boutons, tout est opérationnel et à peu près fiable. Et pour finir,
Ça sent bon le logiciel tout neuf. Je ne regrette vraiment pas mes 120 € d'investissement. Oh chouette, j'ai vraiment l'impression d'être aux commandes d'un vaisseau spatial. Bon, on se calme, il va falloir démarrer la bête et c'est patata. Heureusement, j'ai vu de nombreux tutos sur internet. Au-dessus de ma tête, il y a le panneau Overhead qui porte bien son nom. Première opération, activer les 2 batteries car c'est le b.a-ba de la mise en route d'un Airbus ou d'un iPhone 12 par exemple. Rajoutons un petit peu d'éclairage pour customiser notre panneau. Voilà, c'est du plus bel effet. Vu les caractéristiques énergétiques de notre avion, un groupe électrogène est absolument indispensable pour mettre en route tous les ordinateurs de bord et les systèmes informatiques complexes qui le composent, ainsi que la machine à café du commandant. Admirez le superbe effet de gyrophare. Connectons l'alimentation extérieure et vérifions à l'oreille que ça fonctionne. On démarre l'APU pour être autonome en énergie. L'APU est un petit générateur qui se trouve dans la queue de l'appareil. Ne cherchez aucune contre-batterie, il n'y en a pas. On vérifie son bon démarrage sur l'écran du pas. Ne jamais oublier de renvoyer le groupe électrogène avant le décollage, ce serait comme oublier la laisse de votre chien fixée au rétroviseur de votre voiture avant de reprendre l'autoroute. Déconnexion de l'alimentation extérieure, il faut être logique, après quoi on peut aligner les IRS sur 3 satellites GPS parmi la trentaine disponibles. Ça prend quand même près de 10 minutes alors que dans ma voiture c'est quasi instantané, va comprendre. On rallume quelques lampadaires sur l'avion pour voir et être vu, et enfin on démarre les 6 pompes à carburant. Pourquoi 6 ? Parce que si 3 tombent en panne, il en reste 3 qui fonctionnent, et inversement. On termine par un test incendie sur les 2 moteurs, en espérant que ce signal d'alarme ne retentira pas pendant le vol. On désactive les contrôles de vol qui semblent poser problème, d'après un certain nombre de simmers, et on ne se prive pas d'un peu de climatiseur réversible pour réchauffer notre atmosphère. Ensuite, on active la purge APU, purge qui est très bruyante, comme toutes les purges. Et nous pouvons enfin démarrer les moteurs. Pour ce faire, nous allons actionner ce petit commutateur et le mettre en position Start, ce qui nous permettra ensuite d'actionner le bouton Engine 2, qui nous permettra de démarrer le moteur numéro 2. Pourquoi commençons-nous par le moteur numéro 2 ? Parce qu'il est à droite et c'est plus facile pour faire les tests visuels de mise en route optimale du réacteur. C'est ce qui se dit dans les couloirs de la DGS ACWZ. Ensuite, nous actionnons le bouton Engine 1, ce qui mettra en route le moteur numéro 1. Là aussi, la température indiquée se met à augmenter, ainsi que la pression de sortie des tubulures d'air comprimé qui alimentent la chaudière du ventilateur. Le moteur se met donc en route sans plus tarder, et quand les 2 moteurs seront à 88 bars de pression, on pourra considérer qu'ils sont en fonctionnement et donc remettre le commutateur sur la position normale. Après quoi nous éteignons le générateur APU qui ne sert plus à rien puisque les réacteurs ont pris le relais pour nous alimenter. Nous sommes devant notre MCDU afin de programmer un certain nombre de paramètres assurant à l'avion un vol calme et serein autant que possible. Là par exemple j'entre le numéro de vol, l'Extreme Aviator 777. Au niveau des performances, j'indique la vitesse V1, V2 et VR ainsi que l'attitude de transition. Je vérifie rapidement mon plan de vol. Ceci fait, il faut savoir que nous allons être obligés de demander à des employés de l'aéroport de pousser notre avion, car effectivement, jusqu'à preuve du contraire, les laboratoires Airbus Industrie n'ont pas jugé bon d'implémenter une marche arrière sur leurs avions. Donc nous sommes obligés de faire appel à des services extérieurs payants. C'est un chouette métier que celui de pushbacker. Vous conduisez un engin qui ressemble à une Batmobile et vous êtes responsable d'un aéronef qui coûte près de 100 millions d'euros. Votre mission, si vous l'acceptez, c'est de positionner l'avion afin qu'il puisse rouler par ses propres moyens jusqu'à la piste choisie. Aujourd'hui,
c'est la piste 32R. 32 comme route magnétique 320, R comme right et 32R comme 32 droite. Avouez que ce tuto vous en apprend des choses. Alors n'hésitez pas à le visionner jusqu'au bout, car le meilleur est encore à venir. Nous allons maintenant commencer le roulage. Je suis certain que vous n'en revenez toujours pas de la facilité avec laquelle nous avons subtilisé ce bel Airbus. Mais l'aventure n'est pas terminée. Déjà, il faut être capable de regagner l'extrémité de la piste en suivant les instructions du contrôle aérien. Donc, lorsque vous entendrez « Prenez la voie alpha jusqu'au croisement Charlie et regagnez le taxiway Bravo, puis dansez le tango », répondez « Bien reçu », même si vous n'avez rien compris à ce que vous avez entendu. Et allez-y au feeling. Comme vous l'avez constaté, on ne démarre pas un avion comme on démarre sa voiture. Bien pour le roulage, c'est tout aussi différent. On n'utilise pas un volant, ni le joystick, ni la manette des gaz, très peu, mais plutôt les palonniers pour diriger la roulette du train avant. Il faut ensuite veiller à suivre la ligne jaune, ce qui est particulièrement difficile si on est daltonien, mais c'est une autre histoire. Et il faut se rappeler que normalement il y a une vitesse limite à respecter quand on roule sur le taxiway pour éviter tout simplement de décoller avant d'avoir atteint l'extrémité de la piste. Alors même si nous n'en avons pas reçu l'autorisation, nous sommes prêts pour le décollage, take-off en anglais. Il n'y a plus qu'à s'aligner gentiment sur la piste et à croiser les doigts parce que le moment de vérité approche. Nous avons volé un Airbus. Serons-nous capables de le faire voler? That is the question. Mon Dieu. Je suis fébrile. Allez à Jacques Test, aurait dit César s'il avait été pilote de ligne. On va pousser cette manette des gaz à fond, ce qui va nous enfoncer dans le dossier de notre fauteuil et nous submerger d'une dose d'adrénaline stupéfiante. C'est parti! Bill Gates, priez pour nous et que les 64 bits de Windows nous soient favorables. L'accélération est fabuleuse sur ce simulateur et je m'en gratte le menton. Les déformations de la piste me font sursauter alors que j'atteins la vitesse de rotation. Il me suffira de tirer sur le manche pour être le maître du monde. Je n'ai jamais ressenti une telle chose. En même temps, c'est la première fois de ma vie que je vole un Airbus. Ça y est, je crois que les roues quittent le sol et notre estomac avec. Allez, rentrons ce fameux train qui ne sifflera pas 3 fois. C'est probablement là que le contrôleur se dit qu'il y a une nouille dans le potage en s'apercevant que nous n'avons pas déposé de plan de vol. Et qu'à cela ne tienne, une fois nous sommes en l'air, nous n'avons plus le choix, il faut poursuivre. Car comme vous le savez, si le décollage est facultatif, l'atterrissage est obligatoire. Oh, c'est quand même mieux que les montagnes russes de Port Aventura. Bon sang, qu'est-ce que c'est impressionnant. Waouh, oh là là. Nous avons maintenant atteint notre altitude de croisière. Alors n'hésitez pas, détachez votre ceinture de sécurité, déboutonnez votre blouson, mettez-vous à l'aise et admirez ce magnifique environnement nuageux. Bon, personnellement, j'ai quelques milliers d'heures de vol et je dois vous dire que je ne me lasse pas. Je ne me lasse pas des émotions, des sensations que l'on ressent à piloter un aéronef. Et même si un Airbus est beaucoup plus facile à piloter qu'un petit coucou, puisque comme vous le savez, il suffit d'appuyer sur un bouton pour que le pilote automatique nous emmène à destination, je dois vous dire que Microsoft a fait fort et que je ne considère pas ce logiciel comme un jeu, mais comme un véritable objet de plaisir. Et croyez-moi, j'en profite un maximum et je vous encourage à faire de même.
Un détail à ne pas oublier quand on fait du liner est que le pilote automatique fait tout le boulot. Toujours avoir des jeux de société à bord pour passer le temps. Alors, une petite partie de Monopoly tricheur ? En regardant ces images, vous comprenez pourquoi les pilotes sont des hommes et des femmes chanceux. Un tel paysage me laisse pantois et béat d'admiration, tout comme l'étendue de mon vocabulaire. Pour vous laisser admirer ce lever de soleil dans les meilleures conditions, je m'abstiendrai de tout commentaire pendant cette séquence. Le silence seul peut rendre hommage à un tel spectacle. D'ailleurs, pour obtenir un tel rendu, Microsoft a envoyé en mission des dizaines de scientifiques et de météorologues. Pendant des mois, ils ont sillonné le ciel à bord d'avions cargo spécialement équipés afin de récolter des milliers de nuages de toutes formes et de toutes couleurs. Cette précieuse cargaison a ensuite été injectée sous forme numérique dans les bases de données d'Asobo, qui fut ainsi la première entreprise française à stocker des nuages dans le cloud. Et bien voilà, notre destination est en vue. Cette petite lampe clignotante à l'horizon est bien sympathique et nous indique la direction à suivre. Il est temps de préparer notre avion. Réchauffe carbu, magnéto sur bosse et un cran de volée. Je ne vous ai pas menti quand j'évoquais l'excitation d'une approche face aux Pyrénées. C'est dommage que la charge mentale requise pendant cette phase d'approche empêche la plupart des pilotes d'en profiter. Heureusement, je fais partie des pilotes qui n'ont plus de charge mentale depuis longtemps. Alors, enjoy! L'approche est la partie la plus délicate du vol, mis à part celle où les deux moteurs seraient en feu et où il n'y aurait plus de whisky en stock dans la cabine. Mais passons. Comme il s'agit de tuto, je vais vous rappeler quelques principes fondamentaux pour réaliser un bel atterrissage. Landing en anglais. Toujours viser un point d'aboutissement sur la piste et ne pas le quitter des yeux une seconde. Concentration maximum. On ne répond pas au téléphone, on n'envoie pas de texto. D'ailleurs, c'est puni d'une amende de 135 € en cas de survie au crash. Si nous n'entendons aucun signal d'alarme sonore, c'est que tous les systèmes sont fonctionnels et on peut poursuivre l'atterrissage en espérant que les choses se passent bien. On réduit les gaz, on attend, paf, on touche le sol, on freine, on vérifie que les spoilers sont bien déployés, on maintient l'avion dans l'axe de la piste. Nous sommes à Tarbes-Saint-Lourdes après un périple incroyable, je n'en reviens pas et pourtant je sens que ça va être une réussite et un événement que nous n'oublierons jamais. Merci de l'avoir partagé avec moi, je ne vous oublierai jamais non plus. Voilà, nous nous arrêtons en bout de piste et nous sommes enfin arrivés. On réduit les gaz, c'est fini. Merci à tous les courageux et autres inconscients qui auront supporté mon délire jusqu'au générique de fin. Mon seul objectif d'aviateur simulé aura été de vous changer les idées à sec, c'est-à-dire sans lavage de cerveau, pour que la crise sanitaire ne vous éloigne pas de l'essentiel, vivre pleinement et vous abonner à ma chaîne. Je suis donc très fier d'avoir partagé avec vous ce moment loufoque et décalé, un peu tiré par les cheveux, mais absolument sincère et authentique. Comme disait Saint-Exupéry, même si vous ne savez pas dessiner un mouton, passez d'excellentes fêtes et joyeux Noël à tous. Allez, troisième prise. Voilà, j'ai pris place. Et je vous donne mes premières impressions. De toute évidence, Microsoft ne s'est pas moqué de nous. Son simulateur est hyper... Son simulateur. Allez, prise numéro 4.
que c'est pas un simulateur, c'est un simulateur. Le roulage arrive. C'est pas encore là. Nous allons maintenant commencer le roulage. Déjà, il faut être capable de regagner l'extrémité de la piste, là-bas, tout au fond, jusqu'aux instructions qui vont nous être données parce que je dis n'importe quoi. Voilà, on recommence. Ah, c'est quand même mieux que les montagnes russes de tout cela. Ah oui, je recommence. Nous avons maintenant atteint notre altitude de croisière, si je ne m'abuse. Alors n'hésitez pas, détachez votre ceinture de sécurité, promenez-vous dans l'appareil, enlevez votre gilet de sauvetage si vous l'aviez mis par le plus grand des hasards. Je m'en fous du gilet de sauvetage, pourquoi j'en parle? Ça sert à rien, on n'en met pas de gilet de sauvetage, on n'est pas au-dessus de la mer. T'es con ou quoi? Oh bordel, je recommence. De piloter. Et pour ça, ce simulateur nous en donne encore plus. En effet, si vous observez bien, vous verrez que les nuages qui se forment à l'horizon sont absolument quoi? Ben, j'en sais rien. Ils sont absolument, c'est tout. Et je n'ai rien d'autre à dire. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre de poétique? Est-ce que je l'ai noté par là? Rien d'autre que, si ce n'est que je vais refaire cette prise. Ah, elle est pas vraie. Comme nous sommes dans un tuto, il faut que je vous rappelle quelques principes pour un bon atterrissage landing en anglais. Toujours viser un point d'aboutissement sur la piste, ce qui évite de la perdre de vue une seconde. Donc, concentration maximum et évitons de répondre au téléphone ou d'envoyer un texto pendant cette phase de l'atterrissage. Ceci dit, on ne peut pas oublier que, on ne peut pas, comment je pourrais le dire, comment je pourrais l'exprimer? On ne peut pas oublier que Microsoft a fait là quelque chose je recommence.